tous, soyez les bienvenus dans la grande question, c'est déjà la 4e édition. Alors notre thème du jour, sport, enjeu de santé physique, j'allais presque dire de santé publique aussi. Alors ça paraît un peu bateau, j'allais dire, on va enfoncer les portes ouvertes, me disais-je en préparant cette émission. Parce qu'en fait, évidemment, c'est un enjeu de santé physique, le sport, ça nous semble évident. Mais il y a un petit chiffre qui nous interpelle tous, c'est 134. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre 134 ? Eh bien, c'est 134 millions d'euros. On a ainsi raboté le budget des sports en France après les Jeux Olympiques, alors qu'on parle d'héritage. On a raboté de 134. Alors, on ne va pas faire de la démagogie, du populisme, mais c'est quand même un peu troublant. Donc, ça vaut peut-être le coup de se poser vraiment la question de ces enjeux du sport, enjeux de santé physique, de santé publique, et d'essayer de comprendre pourquoi c'est chaque fois l'associatif qui est obligé de prendre le relais, ce sont les bénévoles, etc. Et pourquoi l'État ne donne pas un signe fort, même s'il faut faire des économies un peu partout, on est d'accord, ne donne pas un signe fort en augmentant ce budget, surtout après avoir clamé que ces Jeux Olympiques de Paris, Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 devaient être vraiment le moment fondateur de la grande nation sportive que nous ne sommes pas tout à fait. Alors pour évoquer ce sujet, ce grand sujet, un casting XXL ce soir, avec 6 personnes autour de moi et une 7e qui sera tout à l'heure en visio. Alors avec moi le docteur Maxime Tréhoux du CHU de Caen. Vous êtes également président de l'association Sport en Tête dont on va parler évidemment. Avec nous également Jehan Lecoq, coprésident de la commission médicale du Comité national olympique sportif français, CNOSF, c'est même mieux. Nous avons Stéphanie Motton, docteur Stéphanie Motton, vous êtes présidente de l'association Rubiz. Et on parlera longuement de cette relation, justement, sport et maladie, sport et prévention, mais sport, évidemment, après ou pendant la maladie. Avec nous également le docteur Chapuis, habitué de cette émission, j'allais dire, médecin fédéral de la Fédération française de tir, je ne dis pas de bêtises, et puis une pratiquante quand même, une ancienne joueuse du Stade Toulousain en rugby, Léa Laroche, qui est avec nous et qui est bien placée, j'allais dire malheureusement, mais heureusement, parce que la vie est devant nous, pour évoquer la maladie et l'impact du sport dans une guérison et dans l'après. Et je termine avec Olivier Cuvillier, médecin généraliste, chef qui est membre du comité scientifique du groupe Vidal. On parlera tout à l'heure de l'implication de Vidal dans l'information par rapport au sport et à la maladie notamment. Alors, baisse de 134 millions d'euros, je le disais, pour le budget du sport, alors que, paradoxalement, le nombre de licenciés a explosé dans de nombreuses disciplines, à la fois disciplines olympiques et paralympiques. Mais avec cette baisse, ce sera sans doute compliqué pour les clubs, les associations, de suivre cet engouement. Jehan Lecoq, vous représentez le comité olympique. C'était quoi ? C'était un coup dans l'estomac quand vous avez lu ce chiffre, quand vous avez appris cette baisse du budget, vous l'aviez vu venir ? Pas du tout, non, effectivement, c'était un coup de poing dans l'estomac, et ça a été effectivement assez mal vécu au CNOSF, absolument, après un tel engouement des Jeux olympiques, mais aussi des Jeux paralympiques et aussi du Club France, qui a eu un succès absolument phénoménal. Tout le monde parlait de la grande cause nationale, le sport. On parlait du sport santé, le président de la République, etc. Enfin, l'héritage des Jeux olympiques et fait effectivement tout laisser à penser qu'il y aurait les moyens. On rêvait même à l'époque qu'il y ait un ministère pour le handicap, et ils l'ont même oublié. Voilà. Alors, effectivement, énormément de fédérations ont eu un nombre extrêmement important de demandes de nouvelles licences. Plusieurs présidents de fédérations me l'ont évoqué, ça se comptait par dizaines de milliers, et ils n'ont pas pu les absorber par manque de moyens. Déjà qu'avant, il manquait déjà de moyens, point de vue équipement, manque d'éducateurs, de matériel, les piscines, etc. Enfin, tout cela. Eh bien, on espérait justement que cet argent allait permettre de rectifier un peu le tir. Surtout dans le même temps, les entreprises, puisque les privés sont aussi des gros partenaires des associations,
On le voit dans tous les championnats, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que les entreprises ont des difficultés et que cette manne est moins importante également. Donc ça baisse des deux côtés, dans le public et dans le privé. Voilà, et notamment les collectivités locales, puisqu'en fait, bien sûr, le ministère aura moins d'argent, mais les collectivités qui sont le moteur pour financer les gros équipements a beaucoup moins d'argent. Donc c'est un vrai problème. Bon, on n'a pas parlé, mais le parasport, il y a eu un engouement absolument extraordinaire. On fête ces jours-ci, je crois, le 20e anniversaire de la loi sur le handicap. Donc tout ça pourrait faire penser à une flambée justement de cette activité, et puis ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, le CNOSF a écrit, il n'y a pas très longtemps, juste avant ou après la période de Noël, un communiqué s'alarmant justement de cette réduction des moyens. Et puis il y a eu les vœux du président du CNOSF et également du comité paralympique en présence de la ministre, où elle s'est fait un petit peu... Enfin, elle est très favorable, bien entendu, puisqu'elle était responsable... Oui, généralement, un ministre, il n'y est pas pour grand-chose. Non, puis elle était responsable de l'héritage des Jeux. Bien donc sûr. elle s'est fait quand même assez nettement allumée, notamment par Madame Le Fur, par le manque de moyens. Alors, pourtant, moi, je suis depuis quelques années dans le sport, on ne va pas les compter, mais c'est vrai qu'on disait toujours qu'on était un pays de champions, mais pas vraiment un pays de sportifs, de sport. Pourtant, quand on regarde une étude Ipsos qui avait été faite avec la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique, on va la découvrir ensemble, avait dévoilé que 2 Français sur 3, donc 68%, pratiquent une activité sportive. Et ça, c'est en nette progression. Le temps consacré au sport est passé de 1,9 heures à 4 heures entre 2012 et 2024 pour les Français comme vous et moi. Et le sport est associé à 85% à la santé. Quand on parle de sport, donc on parle d'activité sportive, plus de compétition. Donc quand on lit ça, on se dit finalement, les Français sont en train de changer, il faudrait peut-être leur donner les moyens de pratiquer. Docteur Chapuis, je rappelle que vous êtes le médecin fédéral de la Fédération française de tir. On va rappeler quand même que Camille Jedrzejewski, j'arrive jamais bien, est devenue vice-championne olympique à Paris. Puis vous avez 2 athlètes paralympiques, Tanguy de la Forêt et Tanguy avec Jean-Louis Michaud, qui ont été médaillés d'or aux Jeux olympiques. Alors, vous êtes professeur de santé publique également à côté de la fédération. Est-ce que ces bienfaits du sport, quitte à enfoncer un peu des portes ouvertes, sont ancrés dans l'esprit des gens et dans l'esprit des politiques? Auparavant, on regardait les sports un peu de haut. Est-ce qu'aujourd'hui, on a compris qu'en termes de prévention, qu'en termes de morale des Français, d'absentéisme dans les entreprises, le sport a des vertus? Alors là, il faudrait demander aux politiques de répondre à votre question. Les médecins le savent. Les pratiquants sont, je pense, conscients. Il faut reconnaître que sur la prise en charge des maladies chroniques, par exemple, le bienfait est indiscutable. Et que ce soit les maladies physiques ou les maladies mentales, d'ailleurs. Le sport est bénéfique à la fois pour le maintien de l'état physique, mais aussi le maintien de l'état mental. Et il y a une très belle expertise collective de l'INSERM. Elle date de quelques années, elle remonte à 2009. Mais quand on regarde ce qui est publié, c'est indiscutable. Toutes les études montrent que le sport est bénéfique à la santé. Maintenant, il faudrait peut-être distinguer le type de pratique sportive, on y reviendra peut-être. Et puis, il faut peut-être aussi s'interroger sur la différence entre l'activité physique et le sport. Mais pour avoir... En tout cas, interrogeons les politiques sur pourquoi seraient-ils éventuellement convaincus et ne mettraient-ils pas les moyens en regard. Il faudrait là aussi leur poser la question. Alors, docteur Tréhoux, vous êtes président de l'association Sport en Tête. Donc là, on rentre dans le concret. C'est un service sport et santé de l'EPSM de Caen, hôpital psychiatrique. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, assez concrètement d'ailleurs, d'abord du but de votre association et des résultats, on parlera des maladies chroniques, mais des résultats que vous voyez au quotidien? Merci pour cette question. Alors, petite précision, l'association Sport en Tête, c'est une association nationale dont le siège social est dans un établissement psychiatrique à Caen, à l'EPSM. Mais c'est une association qui date des années 50 et qui visait à fédérer toutes les structures qui dispensaient de l'activité physique et du sport à dans le secteur sanitaire et médico-social à des patients. Ça existe depuis si longtemps, cette prise de conscience de bienfaits du sport. Exactement. Alors ça, c'était vraiment en pratique courante. On permettait de faire sortir les patients des services et surtout avoir un outil, un levier contre la stigmatisation. Alors ça c'est plus récent parce que ça fait longtemps qu'on s'y attelle. Mais les bénéfices, on les perçoit tous. Là maintenant, c'est acté sur le plan
scientifiques, comme dans les autres pathologies chroniques. On sait que par exemple dans la dépression, l'activité physique ou le sport, c'est à la première ligne du traitement. On peut traiter un épisode dépressif d'intensité modérée avant même d'aller voir un psychologue ou de recevoir un traitement antidépresseur. Donc ça fait partie des traitements. Et aussi, on a un impact préventif avec l'activité physique, puisque ça a été décrit que avoir un mode de vie actif, respecter les recommandations d'activité physique, permettait de prévenir l'apparition de 20 à 40%, dans 20 à 40% des cas, d'épisodes dépressifs. Donc ça, on en est conscient. Et l'autre intérêt pour les patients... Pardon, je vous coupe juste. Ouais. Vous dites première prescription. On peut imaginer quelqu'un qui se sent partir dans un état dépressif. Et la première prescription, c'est de lui dire bougez-vous. faites Exactement. Et de l'activité l'accompagner pour Et l'orienter vers des maisons sport santé Très ou bien. des dispositifs pour vraiment cadrer sa pratique. Parce qu'il y a aussi des risques. On sait que les personnes qui présentent des troubles psychiques, ils ont un mode de vie plus sédentaire et donc plus de facteurs de risque cardiovasculaires ou de maladies chroniques. Donc il faut être prudent. On est vraiment dans le champ du sport santé parce qu'il faut encadrer les pratiques. De l'activité sportive et non pas du sport, comme Ouais, il a été exactement. dit tout à l'heure. Après, on est vraiment aussi dans une perspective de parcours patient, c'est-à-dire pour les personnes qui présentent des difficultés ou une autonomie moindre, on va les encadrer vraiment avec les maisons sport santé, vraiment dans l'activité physique qu'on appelle adaptée. Et après, l'idée, c'est de les orienter vers une pratique en autonomie, vers les dispositifs sport sur ordonnance, l'association Sport en Tête, et puis les différents services qui proposent du sport, même, enfin, j'utilise le terme sport pour vraiment aller vers la Alors, je déstigmatisation. rebondis sur le mot sport sur ordonnance. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années en France. Ça existe aujourd'hui. Alors ça existe depuis tous les textes, les décrets, c'est 2016 et le début d'application 2017. Et nous, on a fait partie à Caen de la première ville qui proposait d'ouvrir ce dispositif aux personnes qui souffrent de troubles psychiques. D'accord. Et on s'est rendu compte qu'après la première année, le bilan est que sur 115 personnes qui avaient bénéficié du dispositif, il y avait un tiers était orienté sur un point d'appel psychique, on va dire. Donc vraiment très intéressant. Et depuis, ça a bougé beaucoup. Il y a une association de Caen et les municipalités autour, donc Hérouville, Saint-Clair et puis Mondeville, pour un dispositif commun avec une même ordonnance de prescription et puis un parcours de patients assez homogène. Et c'est ce qui tend à être fait sur les municipalités autour, Caen-la-Mer et les environs, pour vraiment harmoniser les pratiques et rendre le sport accessible à tous. C'est ce Et qu'on appelle le l'activité sport sur prescription médicale. Alors, docteur Stéphanie Moton, c'est quelque chose que vous connaissez bien dans un autre domaine. On était dans les troubles psychiques. On est maintenant, vous êtes chirurgien oncologue, présidente fondatrice de l'association Rubiz. Alors, on va venir à Rubiz dans quelques instants. Hein, c'est intéressant, le premier club français de rugby santé. Moi, j'aimerais avoir votre avis plus général en tant que chirurgien oncologue sur justement cette importance du sport. J'ai toujours l'impression d'ouvrir des portes ouvertes parce que tout ça me semble tellement évident, mais il faut le dire et le répéter. Vous, dans votre expérience professionnelle, vous avez concrètement senti l'importance et le côté vital de ce sujet. Alors, c'est des portes ouvertes, mais en fait, évidemment, on sait que le sport, ça fait du bien. On sait que l'activité physique, ça fait du bien. Tout le monde sait ça. Mais pour nous, oncologues, les choses de l'environnement sont quand même difficiles à évaluer. On a du mal à montrer l'impact de l'environnement, probablement des questions d'épidémiologie, une nécessité d'avoir des études sur un nombre de personnes important. Et donc, quand vous évaluez le cancer, les cancers sont très, très différents. Et donc, ça devient difficile d'évaluer quelque chose qui fait partie de l'environnement. Pour autant, l'activité physique aujourd'hui n'a plus besoin de démontrer l'impact positif. Alors l'impact, il est positif évidemment sur la qualité de vie. La qualité de vie, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend la qualité de vie psychique, la qualité de vie de l'état physique, l'état social. Ça comprend tout ça. Donc ça, on sait, Tout ce qui va contribuer tout ce qui va contribuer au bien-être de la Exactement. personne, au bon état de santé de la personne. Et plus l'état de santé est bon, plus on va sans doute aller traiter. On va aller plus loin. C'est-à-dire que ça vous paraît évident, c'est une porte ouverte. Mais si on va plus loin, l'activité physique, ça permet de mieux tolérer les traitements à visée carcinologique. Il y a des études qui ont été réalisées sur des groupes de patients qui pratiquent une activité physique régulière, d'autres qui n'en font pas. Et en fait, on voit que les médicaments sont mieux tolérés. Si vous tolérez mieux un médicament, on peut faire les médicaments à la bonne posologie, on peut les faire sur la bonne durée, avec l'efficacité, on va dire, optimale. Là, vous êtes pendant le traitement, parce que
l'idée, quand on parle d'activité sportive, par réflexe, on pense plus à l'après, dire voilà, on s'est soigné, on a fait une parenthèse dans sa vie, et après on va reprendre le sport. Non, Là, vous êtes en train de me dire que c'est pendant le traitement, pour mieux Exactement. supporter les chimiothérapies, etc., que vous allez C'est tout à indiquer fait le ça. sport. C'est pendant le traitement, donc pour mieux tolérer le traitement. Et puis je vais aller même plus loin. Il y a le troisième impact de l'activité physique, c'est sur le pronostic de la maladie. En tant qu'oncologue, moi, je voue ma vie à trouver des traitements qui vont fonctionner sur nos patients, à les opérer dans la meilleure des situations, etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait des résultats quand même assez incroyables. Je vais vous donner juste un exemple, mais il faut savoir que c'est vrai dans beaucoup de cancers. Quand je dis que c'est vrai, c'est que ça a été démontré de façon scientifique, d'accord, avec des résultats statistiquement on n'est pas au significatifs. Café du Commerce, là. Non. Ça a été parle avec des gens qui connaissent leur sujet. Ça a été démontré sur beaucoup de cancers, mais après, on a des cancers qui sont... on ne peut pas faire évaluer une série pour certains cancers parce que c'est des cancers qui sont plus rares, etc. Mais en tout cas, sur les cancers les plus fréquents, on a montré qu'une activité physique régulière, avec une certaine intensité, comme la posologie d'un médicament, c'est-à-dire qu'un médicament, il va être efficace à une certaine posologie, il sera moins efficace si on donne moins, avec une certaine durée de ce traitement non médicamenteux qu'est l'activité physique, eh bien, on peut améliorer le pronostic de la maladie. Le problème aujourd'hui, il n'est pas l'impact positif de l'activité physique, parce qu'on a réussi à le démontrer. C'est assez surprenant pour nous, oncologues, de comprendre aujourd'hui les mécanismes immunologiques. C'est pas juste dans la tête, hein. Il y a des vrais mécanismes avec des facteurs on connaissait des facteurs de croissance tumorale, des facteurs protecteurs contre la tumeur, et on sait que l'activité physique aujourd'hui, à une certaine posologie, va permettre d'augmenter les facteurs protecteurs et diminuer les facteurs contre le cancer. Alors, je vous finis juste, pardon. Le problème aujourd'hui, il n'est pas à l'impact de l'activité physique, il est à l'adhésion. Et c'est là, on parlait de nos politiques, on parlait aujourd'hui des moyens financiers qui sont enlevés aux associations qui œuvrent sur le terrain. Le problème aujourd'hui, il est à l'adhésion. Et l'adhésion du patient à l'activité physique, si elle n'est pas bonne aujourd'hui, malgré les résultats qu'on a de l'activité physique, si elle n'est pas bonne aujourd'hui, c'est le résultat de l'information qu'on ne donne pas aux patients. C'est le résultat d'un manque de prescription pour toutes les raisons qu'on connaît, manque de formation, d'information. C'est le résultat d'un manque de moyens financiers. Je veux dire, la prise en charge aujourd'hui de cette activité physique, c'est le résultat d'un suivi de ces patients à qui on prescrit. Donc c'est le résultat de tout ça aujourd'hui qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, il faut travailler sur l'adhésion du patient et plus sur les bénéfices de l'activité physique. C'est l'information des patients, c'est l'information des médecins. Je vais prendre un exemple. Il y a des choses qu'on sait depuis 40 ans. En 1987, quand j'étais médecin d'équipe de France de ski, on a eu un athlète de haut niveau qui a été atteint d'une maladie hématologique, peu importe. Il a fallu qu'il se batte contre ses soignants, contre ses thérapeutes, pour aller tous les jours au gymnase de l'hôpital Lyon-Sud, je vous donne l'hôpital, et s'imposer, disaient les médecins, des séances d'entraînement pour maintenir son état. Je vous donne le résultat, il a non seulement guéri, il était dans un excellent état de santé, mais en plus il a gagné cette année-là le challenge des moniteurs. Un mois avant, il était en chimiothérapie. Donc vous voyez qu'on a des exemples comme ça, mais il faut même convaincre les soignants, parce que les médecins voulaient l'en empêcher. L'information doit aller chez les médecins et chez les patients. Alors, puisqu'on parle de patients, donnons la parole à Léa Laroche. Léa, vous êtes ancienne joueuse du Stade Toulousain, vous avez été victime d'un cancer. Oui. Et alors, dites-moi d'abord comment alors le sport était déjà évidemment dans votre vie, mais comment cette approche, peut-être les téléspectateurs ont-ils déjà été surpris pendant que Stéphanie Moton nous parlait, on voyait des images de rugby, et c'est vrai que ce n'est pas le premier sport auquel on pense quand on a affaire à des gens qui sont malades, qui sont en thérapie. Alors Léa, vous étiez déjà évidemment sensibilisée au sport rugby, mais racontez-moi comment cette association est venue à vous, comment dans votre parcours de malade, vous avez été amené à vous dire finalement, bon, vous le saviez, le sport peut me faire du bien. En fait, moi, j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer les rugby's à l'époque où je jouais au Stade Toulousain, puisque on a une passerelle avec l'équipe des filles, on les suit et on s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises. Et c'est vrai que quand je suis tombée malade, j'avais quand même cette volonté de continuer le sport.
Je faisais beaucoup de courses à pied, mais c'était très compliqué avec les traitements de pouvoir pratiquer ça seul. Et du coup, c'est vrai que je me suis tournée vers les rubis pour retrouver un petit peu cet esprit de groupe, de cohésion. Ça faisait à la fois office de sport, de pratique sportive, de se dépenser, et puis ce lien social qu'on peut avoir entre nous dans l'équipe. On s'entend toutes très bien, on peut parler de la maladie ou pas. Voilà. Alors l'esprit, comment ça se passe? Est-ce que les gens osent? Parce que vous aviez cette culture, je vous pose la question à toutes les deux, mais est-ce que les gens osent? Voilà. D'abord, l'information arrive jusqu'à eux, et ensuite, lorsqu'on est focus sur son traitement, sur ce combat contre la maladie, comment on va avoir la petite lumière qui va s'éclairer en disant, tiens, moi, dans l'expérience que j'ai eue, j'ai vu à Avignon, il y a un club d'aviron, on a acheté un bateau après le cancer du sein. Il y avait des études au Canada qui avaient été faites pour dire que l'aviron était excellent, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Et il y a eu un gros travail. Mais c'est toujours post-maladie. Pendant la maladie, moi, ça m'intéresse de savoir comment les jeunes femmes que j'ai vues sur les images sont d'abord contactées. Est-ce qu'elles viennent vers vous? Est-ce qu'il y a une crainte? C'est pas le moment pour moi de m'intéresser au sport, je m'intéresse à mon corps malade? Comment ça s'est passé pour vous? Alors déjà, juste, on a des recommandations aujourd'hui. En cancérologie, on a beaucoup de recommandations, hein, et tout est bien carré. Aujourd'hui, on a des recommandations de l'Institut national du cancer qui disent qu'on doit informer le patient dès le début du parcours de soins, c'est-à-dire au moment de la consultation d'annonce. En plus, on sait qu'il y a un moment où le patient il est prêt à changer énormément de comportements. S'il y a des comportements à risque, hein, l'arrêt du tabac, une meilleure alimentation, démarrer une activité physique. La plupart des patients ne sont pas comme Léa d'ailleurs, sensibilisés à l'activité physique en amont. Ce n'est pas la grande majorité de nos patients. Donc l'idée, ça va être dès le départ, et ça c'est des recommandations aujourd'hui, de dire aux patients, voici, vous avez telle maladie, voici ce qui serait bien de changer, hein, arrêter le tabac par exemple, qui ne va pas nous aider dans les traitements. On va vous traiter comme ça prend du temps aussi d'expliquer les traitements. Et puis sachez que l'activité physique, on a des chiffres, par exemple pour le cancer du sein, on sait aujourd'hui, les études montrent que démarrer une activité physique dès le diagnostic de cancer du sein avec une certaine intensité, encadrée pendant une certaine durée, ça va diminuer de 25% le risque de récidive. Ça va diminuer jusqu'à 50% le risque de mortalité après ce cancer. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, moi, j'ai un point commun avec Léa, j'ai donné aussi. Jamais, moi, on m'a parlé de... Tout de suite, alors la diététique, on m'a tout proposé. C'était formidable d'ailleurs dans un centre d'oncologie très très réputé à Avignon. Mais pas le sport. On m'a tout proposé, mais jamais le sport. Et les gens avec qui j'ai pu discuter là-bas, jamais. En revanche, sur le poste, après, en revanche, on est un peu plus sensibilisé. Il y a des associations dont je suis parrain d'ailleurs, qui s'occupent de ce genre de choses. Mais tout ce que vous avez dit, moi je l'ai retrouvé dans... Alors on vous propose mais absolument tout. Il y a vraiment un catalogue, hein, de l'acupuncture en passant par la diététique, par le psy, par tout. Mais jamais j'ai entendu le mot sport ou activité sportive. Ça change en fait. Après, on est en pleine structuration. Et c'est pas vieux, pardon, c'est récent. Oui, on est en pleine structuration, ça change et c'est assez hétérogène sur le territoire. En effet, il y a des centres dans lesquels il y a beaucoup de gens sensibilisés. Il y en a d'autres où c'est plus difficile. Moi, alors que je suis très engagée, enfin, vous l'entendez aujourd'hui, quand je discute avec mes collègues, voilà, à chaque fois, je me rends compte à quel point il faut en parler et en reparler. Et je m'impose maintenant de faire au moins une fois par an. On a des réunions internes avec tous les médecins. Au moins une fois par an, je m'impose d'aller expliquer qu'on se déplace en congrès pour une molécule qui va améliorer la survie de 3 mois et on ne prend pas 5 minutes par consultation pour parler de l'activité physique. Voilà, donc je vais un peu les percuter, vous voyez ce que je veux dire, avec ce type de discours un peu Docteur Tréhouch, chez vous, ce discours, il passe bien? Il est devenu évident? Oui, il est évident parce que, pareil, parler d'activité physique, d'hygiène de vie, on a un discours qui est beaucoup plus accrocheur que dire on va utiliser un nouveau traitement. Alors en plus, en psychiatrie, on est assez limité dans l'utilisation des molécules, c'est-à-dire il n'y a pas de nouveau traitement révolutionnaire. Là, l'activité physique, on va à la fois traiter ou soulager des symptômes dans le psychiatrique et améliorer aussi la santé physique des patients, donc on est doublement gagnant.
Et ça, les patients, on les motive. Alors, ce qui est compliqué, c'est avant de prescrire, avant de parler d'activité physique, il y a un gros travail motivationnel. Et ça, c'est un travail en amont qui est vraiment dispensé par l'équipe soignante. Parce qu'on a beau dire le sport, l'activité physique, c'est bénéfique sur plein de dimensions cliniques. Pour autant, la motivation, ça fait même partie d'un symptôme. Quand on est déprimé, il y a un manque de motivation. Quand on souffre de schizophrénie, ça fait partie des dimensions des symptômes. Donc ça, il faut déjà faire un travail en amont. Parce que le risque, c'est, moi je l'ai fait moi-même la propre expérience, que j'ai beau prescrire, les patients, ils ressortent de ma consultation avec 2 ordonnances à chaque fois, une de sport, une de traitement. J'ai beau le donner l'ordonnance, le fait qu'ils aboutissent à une prise en charge en activité physique, dans les dispositifs maison sport santé, etc., c'est pas la majeure partie des patients. Donc il faut vraiment un travail en amont de motivation. Léa Laroche, juste l'ambiance qui peut régner lorsque des femmes ou des hommes se retrouvent. Alors, il y a une chose aussi qui est remarquée dans toutes les études, c'est que les femmes sont beaucoup plus à l'écoute, curieusement, des activités sportives, physiques ou parallèles, on va dire, que les hommes. Les hommes, après leur cancer, ils se cachent dans un coin. Les femmes sont plus sociables, entre guillemets. En tout cas, c'est les chiffres qui le montrent. On a envie de se retrouver ensuite, même quand c'est fini. Comment ça se passe? Il naît des amitiés, un groupe? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, il naît des amitiés, il naît un groupe. Et puis, je pense que même si la maladie s'arrête à un moment donné, ça ne s'arrête jamais vraiment. On est toutes passées par le même endroit et c'est ça qui nous lie, quoi. Et puis, les rugby's, c'est une famille au final. Donc, alors vous, sportifs de haut niveau, vous êtes retrouvés avec des gens qui, pour la plupart, peut-être n'avaient jamais pratiqué. Comment s'est passé ce mariage? Vous considérez comme la guide, la prof, comment ça se passait? Non, pas du tout. Je suis arrivée avec beaucoup d'humilité. Ça faisait quelques années que j'avais plus joué. Et puis, c'est différent du rugby à 15. Et non, il y a beaucoup de bienveillance, même des femmes qui arrivent ou des hommes qui arrivent qui n'ont jamais touché un ballon de rugby, qui ne connaissent rien aux règles. On prend le temps de leur expliquer. Et puis, l'idée, c'est surtout de partager un moment et puis de se dépenser et de partager ensemble. Juste en 2 mots, ça paraît paradoxal, cette activité-là, parce que c'est une activité quand même. Alors évidemment, je ne pense pas qu'on se met des gros tampons comme on a pu en voir avec l'équipe de France de rugby. Mais le rugby, c'est un choix particulier quand même. Hein, c'est un choix particulier, oui, mais non, en fait. Je vais pas... Si, je vais provoquer un peu. Si, pour moi, c'est un des sports les plus adaptables, en fait. Alors pourquoi ? Il est collectif, mais après tout, il faut pouvoir proposer un tas de choses parce qu'il y a des gens qui n'ont surtout pas envie de se retrouver avec d'autres patients. Rien que l'idée de savoir qu'il y a d'autres patients qui ont eu un cancer, ça ne les intéresse pas. Mais l'idée du collectif, quand même, c'est assez intéressant, même si on ne parle pas de la maladie sur le terrain. Le rugby, ce qui est très intéressant, c'est la passe en arrière. Moi, c'est ce qui m'a frappée. Cette passe en arrière, elle permet à des personnes qui ne sont pas en mesure de courir. Je l'ai essayé en marchant, en fait, la première fois à Marcoussis. Je l'ai essayé en marchant, on l'a essayé en marchant. Vous êtes toujours en situation de jeu. Finalement, c'est celui qui est porteur du ballon, responsable de ce ballon, comme dans le rugby, à 15, qui va devoir s'assurer de ses coéquipiers, de son équipe. Est-ce qu'elle avance aussi vite que moi? Est-ce qu'il avance aussi vite que moi? Ou est-ce qu'il faut que je ralentisse? Le but, en fait, comme au rugby à 15, c'est d'amener le ballon derrière la ligne, tous ensemble. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant dans le rugby. Après, il y a la coordination du haut et du bas. On joue avec les mains, on joue avec les pieds. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Et puis après, je vais vous dire autre chose, mais ça, je l'ai remarqué avec le temps. Ça ne m'est pas apparu tout de suite. Quand on joue au rugby, même si c'est un rugby sans plaquage, sans mêlée, quand on joue au rugby, on est un peu un combattant. Et on a forcément... au moins pendant l'heure où on joue, on surpasse forcément cet état de maladie où on subit les traitements, où on subit les annonces. Là, voilà, on est dans l'engagement, le port du ballon, l'équipe. Si vous avez joué à Marcoussis avec Antoine Dupont en amont et Ntamak en aval, c'est un peu plus facile quand même. Parlons du Vidal. Avec Olivier Cuvillier, médecin généraliste, membre du comité scientifique du groupe Vidal. Le mot Vidal m'est venu parce que c'est une sorte, j'allais dire, de préconisation. Si on va dans le Vidal, qui donc a traité, maintenant on connaît le Vidal autrement, pour des plus scientifiques, même si ça l'est aussi. Par exemple, est-ce que le Vidal préconise le rugby? Quand, comment? On peut peut-être voir des extraits d'ailleurs de vos publications. Parlez-moi d'abord de l'esprit. Pourquoi le Vidal? Pourquoi avoir inséré, et je trouve ça formidable, moi, le sport et l'activité physique
dans le fameux Vidal ou dans un petit frère du Vidal. Oui, alors ce que fait Vidal, évidemment, c'est présenter les médicaments. Et en fait, le sport santé, l'activité physique adaptée est un médicament à part entière. Donc avec des bénéfices attendus, mais des risques également. Donc il a toute sa place, en fait, dans l'outil habituel de prescription des médecins. Il me semble qu'en fait, faut rappeler, ce que Vidal fait, c'est de publier le Médico-Sport Santé, qui à l'origine est une action de la commission médicale du Comité national olympique, avec d'abord une version papier, donc c'était vers 2015, et ensuite, pour favoriser sa diffusion, ils se sont dit c'est tout à fait logique que, comme on veut que les médecins prescrivent, il faut que ce soit à l'endroit habituel où ils regardent. Et donc, Vidal a digitalisé ce Médico-Sport. On voit d'ailleurs le résultat de cette digitalisation. Vidal a digitalisé ce Médico-Sport. Alors, c'est pas très lisible sur l'écran, mais c'est plus lisible si vous y allez. C'est ça. Donc, les fiches sont en fait rédigées par les fédérations. L'accès se fait soit par pathologie, donc on regarde la maladie, soit par sport. Alors je me suis amusé, j'ai regardé un peu la façon dont les gens accédaient à l'outil. Donc les profils médecins, eux, regardent d'abord les pages sur les bénéfices, d'accord. Alors que le grand public, lui, va regarder d'abord les pages sur le risque, les contre-indications. Donc les patients ou les personnes ont une approche qui est une analyse sur le risque, alors que les médecins ont plutôt une analyse sur le bénéfice. Alors, c'est peut-être plus facile d'aller directement dans vos associations pour parler, mais c'est vrai, vous connaissiez ce système, Léa ? Non, pas du tout. Vous voyez, voilà, il faut faire de l'information, parce que c'est vrai qu'on peut chez soi, tranquillement, aller se dire, tiens, est-ce que ce sport est... moi, j'aurais pas été convaincu par le rugby, j'aurais préféré l'explication que j'ai entendue il y a quelques instants par Stéphanie Moton, quand même. Ça s'appelait le Vidal du sport au tout début. Oui. Et puis, pour des raisons sûrement administratives ou autres, ça n'a pas été possible. Et le terme de médico-sport santé a été choisi, bien que ça soit plus lourd et moins... Mais c'est vrai que Vidal du sport, ça sonnait bien au début. Allez-y. J'ai regardé le top 5 des fiches les plus consultées. Ouais. Donc en premier, c'est l'athlétisme et la randonnée. En deuxième, c'est le ski et les raquettes. En troisième, c'est encore des raquettes, mais au tennis. Ensuite, c'est la boxe. Et après, c'est l'équitation. Voilà. Le rugby, c'est où? Et la marche, c'est quand même le plus évident, non? Ça m'intéresse. Oui, alors, c'est en fait la première ligne, c'est la marche nordique avec l'athlétisme, en fait. C'est groupé dedans. Ouais. Des activités douces, finalement. Non, mais vous faites bien prendre la parole, docteur Chapuis, parce que moi, je n'ai pas vu la Fédération française de tir dans le Vidal. C'est un sport non énergétique. Et je pense que c'est un manque, parce qu'un sport non énergétique ne veut pas dire mobilisation des ressources mentales. Et quand on est soit à se préparer, soit à lutter contre la maladie, soit à préparer l'avenir, eh bien c'est son cerveau qu'on mobilise. Et la concentration, c'est important. Et d'ailleurs, vous citiez tout à l'heure Tanguy de la Forêt et Jean-Louis Michaud, qui sont nos médaillés paralympiques, et puis Camille, je vous laisserai prononcer son patronyme, qui est notre vice-championne olympique. Ce sont des sports mentaux, mais vous savez que Camille, elle vient du pentathlon, 5 sports, 4 énergétiques et un mental. Donc, vous voyez, tout est possible. Donc, oui, il faut se préparer. Tout à l'heure, vous disiez, on ne vous a jamais proposé le sport dans une certaine situation. En fait, il faut savoir qu'il ne faut pas faire rêver sans pouvoir apporter les éléments. Et je me mets à la place d'un de mes confrères médecins. S'il a un patient et qu'il lui dit « ce serait bien que vous alliez faire du sport », où va-t-il l'envoyer? Eh bien, pendant longtemps, on n'a pas su. Pendant longtemps, les clubs de sport étaient plutôt compétitifs que santé, plutôt compétitifs que loisirs. Voyez. Maintenant, ça vient. Il y a des plateformes. Et ce qu'il faut, c'est mettre en commun et en lien le demandeur et celui qui peut accueillir. Vous parlez de l'aviron, il y a maintenant énormément de sections sport-santé dans des clubs d'aviron, mais ce n'était pas le cas au début. Oui. Maintenant, c'est le cas. Donc oui, il faut s'appuyer là-dessus. Le rugby est un exemple, mais il y en a d'autres. Vous disiez le tir. On peut être dans un état de dépendance physique très avancé. Prenons l'exemple de nos athlètes paralympiques. Ils n'ont pas la force de tenir leur arme. Elle est posée sur un support. Quelqu'un vient poser la munition et armer. Vous voyez à quel point ils sont dépendants et pourtant ils sont champions olympiques. Donc c'est pour dire que c'est accessible à tout le monde. Il faut d'ailleurs voir dans le médico-sport santé ce que les fédérations proposent comme
aménagement, adaptation de leur sport. Ça fait preuve d'une imagination absolument extraordinaire. Enfin, quand on voit ce que propose, alors bien sûr le rugby, bien évidemment, mais le tennis, avec des terrains plus petits, des balles différentes, plus lentes, des raquettes différentes, etc. C'est la même chose pour le ski. Enfin, pour l'équitation, enfin, on peut passer. Bon, donc c'est quand même très intéressant et ça rassure les médecins et les patients. Jean Lecoq, quel est le rôle du comité olympique et quel doit-il être? Parce que tout à l'heure on parlait d'initiatives formidables, mais un peu isolées, locales. En quoi le comité olympique peut avoir un rôle vis-à-vis de ces fédérations, peut-être pour accueillir? Parce que, est-ce que vous appuyez sur une fédération ou est-ce que... Mais on est une association, on est le premier club de rugby de santé de France. Pour ça, il faut être affilié à une fédération. Bien sûr. On est donc affilié à la Fédération française de rugby. Très bien. Et aujourd'hui, les rugby, c'est pas juste à Toulouse. C'est une vingtaine de clubs en France de rugby traditionnels, hein, j'ai envie de dire 15, 7, etc., qui se sont engagés. Alors, je vais parler qui sont engagés pour avoir une section rugby, hein, où on a une spécificité cancer, mais il y a énormément de clubs aujourd'hui de rugby en France. C'est valorisé par la Fédération française de rugby aujourd'hui. Hein, on valorise par des points un club qui va s'engager dans le côté social, dans le côté environnement, sociétal, et pas que dans la compétition. Parce que tout à l'heure, vous disiez, Stéphanie Moton disait que dans les congrès, plutôt que de parler, enfin plutôt, pas plutôt, mais en même temps, on peut aussi, en même temps, parler d'une molécule, on peut aussi informer. Le comité, c'est un peu pareil. C'est vous, est-ce que vous ne devriez pas, ou peut-être le faites-vous, consacrer du temps lors de grands raouts où toutes les 100 et quelques fédérations sont présentes, de dire attention, le rôle du comité olympique, c'est ça aussi, c'est d'aller adapter notre activité, écouter des formidables associations comme Rugby's, mettre nos structures à leur disposition. Ah, mais le comité olympique le fait. Hein. Alors effectivement, le comité... ça vient de là, le comité... Eh ben voilà, faites-vous briller, C'est un accouchement, on est produit par le comité. Effectivement, il ne faut pas oublier que le comité olympique, c'est une association des 119 fédérations. Donc c'est le mouvement sportif. Et le médico-sport santé, lorsqu'il a été conçu notamment par Alain Calmat, au début vers 2009, eh bien, il a augmenté progressivement parce que, en fait, c'était au départ une idée de dictionnaire, mais en fait, c'est le document, non pas du CNOSF, c'est le document du mouvement sportif, c'est-à-dire des fédérations. C'est-à-dire que lorsque le président du CNOSF, à l'époque, en 2011, a demandé à toutes les fédérations de créer une commission ou un comité médico-sport santé, et le comité, lui, national, a eu pour rôle de construire un canevas pour que la fiche soit homogène pour toutes les fédérations. Et ensuite, ça a été envoyé à toutes les fédérations. Donc à l'heure actuelle, il y en a quand même un certain nombre, il y en a quand même 55 qui ont répondu. On en a 5 qui ont demandé à rentrer dans le médico-sport santé. Donc ça... Il faut reconnaître que pendant les 2 ans, 2023-2024, les fédérations avaient d'autres préoccupations en tête. Très ça n'a pas été, ça s'est un peu calmé. Mais sinon, c'est reparti. Là, 2025, il y a 5 fédérations qui veulent entrer. Bientôt la Fédération française de tir. Peut-être. Tout à fait. C'est vrai le cas. Non, mais tout à fait, c'est le cas. Et le fait que ça ne soit pas très énergique, c'est pas le problème, puisqu'il y a la pétanque, il y a etc. Vous savez que je viens d'être élu médecin fédéral. Parmi les projets importants, c'est le sport santé. D'ailleurs, il y a une convention qui est signée avec le ministère des Sports. Mais puisque c'est le printemps, c'est la reprise pour un certain nombre de gens de l'activité sportive. Je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'un peu, c'est déjà beaucoup. D'accord ? Il ne faut pas essayer de viser le haut niveau tout de suite. Un peu, c'est déjà beaucoup. Les recommandations, c'est 30 minutes d'activité physique. Je n'ai même pas parlé de sport, hein, d'activité physique par jour. Si on ne peut pas, on en fait 20 minutes un peu plus intenses 3 fois par semaine, c'est très bien. En revanche, puisque c'est le printemps et que les vélos vont ressortir, attention à une chose. Il y a ce qu'on appelle des faux sportifs et vrais sédentaires. Ce sont ceux qui font un tour de vélo le dimanche et rien du tout la semaine. Ceux-là sont plus à risque d'un accident cardiovasculaire que s'ils ne faisaient rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ceux qui viennent monter le Ventoux à côté de chez moi à 50 ans, sans avoir fait de sport depuis 10 ans, progressif. Et qui dit je vais monter le Ventoux avec des copains, je crois qu'ils en ramassent une quinzaine par an. Mais tous les ans. Alors, puisqu'on parle du vélo, vous aimez le vélo, moi j'ai été le médecin de Robert Marchand, vous savez, le centenaire qui a établi des records.
Lui, il avait la règle des 4 P. Plat, petit plateau, pépère. Et bien avec ça, vous pouvez redémarrer au printemps en pleine forme et vous montrer le Ventoux dans l'été. D'accord ? On en reparlera. Une question, une petite parenthèse avant. Je vais revenir aussi sur le programme Maison Sport Santé et ce que vous avez fait justement à Lyon, parce que je vous ai taquiné sur le fait que la Fédération française de tir ne soit pas encore dans l'opération avec le CNOSF et le Vidal, mais vous avez une action qui me plaît beaucoup et que j'aimerais souligner. Juste une petite parenthèse avec Stéphanie Moton. On parlait de sport, d'activité et de sport, je ne sais pas quel terme vous avez employé pour le tir notamment. Le sport, c'est pas... Sport santé. Ah ouais. Non, pour la différence entre les sports d'activité... énergétique et mentaux. Énergétique et mentaux. Est-ce qu'il y a une piste vers les sports mentaux lorsqu'on manque de capacité de déplacement et autres ? Ah oui, mais en fait, vraiment, on dit le mot rugby, hein, donc je me méfie toujours parce que dès qu'on parle de rugby, hop, on dévie vers des mots, compétition, haute intensité, etc. Pas du tout. J'ai eu la chance de travailler dès 2015 avec la Fédération française de rugby sur les prémices vraiment de ce sport santé initié par le CNOSF et par les ministères en amont. On a travaillé sur quel rugby ? Bien sûr. Évidemment que le rugby à 15, c'était pas possible. Évidemment que le rugby à 7, c'était pas possible. Puis il y avait ce rugby à 5 qui était une nouvelle pratique qui était imaginée au départ, pas forcément pour le sport santé, mais par exemple pour le sport en entreprise, le rugby en entreprise, le rugby qui était pourvoyeur quand même de blessés au sein de l'entreprise. Les patrons en avaient un peu ras-le-bol. Donc l'idée, c'était de développer un rugby nouvelle pratique. Et donc le rugby à 5, on a beaucoup travaillé dessus, de façon à ce que, je vous donne un exemple, on n'a pas besoin d'aplatir le ballon après la ligne pour marquer l'essai. Pourquoi ? Vous allez me dire, c'est bon pour une personne de se baisser, mais parce que l'humain est ce qu'il est. Et que vous commencez en marchant parce que vous ne pouvez pas courir, et puis petit à petit vous allez trottiner, et puis petit à petit, voilà. Ça commence très doucement, mais on a des patients qui, lorsqu'ils veulent s'engager et aplatir le ballon en se baissant, c'était risque de blessure, parce que les gens, ils ne peuvent plus s'arrêter. Une fois qu'ils ont perdu le centre de gravité, ils ne peuvent plus s'arrêter et ils foncent dans le grillage. Et puis au football américain, ils n'aplatissent pas non plus. Voilà. Pourtant, c'est un peu Donc physique. l'idée, c'était vraiment de réfléchir. Je vous donne juste un exemple, mais on est allé très loin dans la réflexion pour justement adapter avec des terrains réduits, etc., un nombre de personnes réduit, parce que au niveau psychologique, je veux dire, quand on est en cours de chimiothérapie, on est moins vigile quand même, il faut dire ce qu'il y a. Donc les règles du rugby à 15, c'était un peu compliqué. Vous voyez, avoir juste... Déjà pour quelqu'un qui est totalement en forme, c'est compliqué. Donc voilà, donc c'était vraiment une réflexion, ça a vraiment été une réflexion qui a été... J'ai vu une adaptation d'ailleurs du rugby sur les images qu'on vient de voir d'entraînement, il y avait beaucoup de chistera, donc je ne sais pas si c'est pour ne pas faire le geste complet. Mais il y avait des jolis chisteras. Donc, ça, c'est plus pour s'amuser. C'est vous qui leur avez appris ça, je présume. Voilà. Revenons dans le Rhône. Vous avez contribué, docteur Chapuis, à la création du Sport Santé Rhône. Et dans le cadre de ce Sport Santé, il y a eu une belle initiative de l'ASPTT. J'aimerais que vous nous en parliez. Comme quoi, c'est toutes ces initiatives qui s'empilent et qui font qu'on va faire de ce Sport Santé plus qu'une réalité. Alors, vous avez raison, c'est né au niveau du mouvement olympique. Il faut rappeler que le mouvement olympique représente tous les sports. Enfin, il représente le sport. Et puis après, chacun dans sa discipline va déployer ce qu'il est capable de déployer. Mais l'emploi, les initiatives, la lutte contre le dopage, tout ce qui est commun à l'ensemble des disciplines, c'est le mouvement olympique qui le porte. Donc ce que nous avons fait dans le Rhône, c'est créer une plateforme sport santé. Et bien sûr, il faut s'appuyer sur des effecteurs. Vous évoquez l'aviron santé, c'est important. Mais toutes les disciplines sont maintenant capables de créer des groupes homogènes dédiés à l'accueil des personnes en situation soit de handicap, soit de maladie, soit de reprise progressive, soit d'entretien physique. Et ça, il faut être capable de l'accompagner. Il faut avoir des médecins qui soient formés au sport, des médecins qui aient des techniques, donc il faut du corpus, comme on dit, mais il faut aussi des infrastructures et du personnel. Et vous évoquiez après les Jeux Olympiques, vous savez, à Londres, ils ont cru qu'après 2012, tout allait être réglé. Pas du tout. Ils sont très déçus, ils sont revenus à peu près au niveau de départ. Il ne faudrait pas que ça nous arrive en France. On a la dynamique 2024, on a Héritage 2024,
il faut le faire prospérer. Et moi, je serais un homme politique, j'augmenterais les crédits pour le sport. Parce que c'est un gisement de productivité. Bien sûr. Quand vous regardez un enfant qui fait du sport, il a de meilleurs résultats scolaires qu'un enfant qui n'en fait pas. Un adulte qui est dans le monde professionnel, quand il fait du sport, il a un meilleur salaire que celui qui n'en fait pas. Et il a moins d'absentéisme. Ça devrait être une motivation parce que derrière, il a pris confiance en lui, il a de l'énergie, il la met à disposition de son entreprise. Je pense qu'une entreprise devrait développer des sections sport. Le gouvernement devrait investir là-dessus parce que c'est un retour sur investissement monstrueux. Le Cosmos, qui est Cosmos, ouais. qui est l'association patronale des métiers du sport, a montré par une étude qui est sortie là, il y a quelques semaines, en janvier, qu'un 1 euro investi permet d'économiser 13 euros, entre 13 et 17 euros, grâce justement à la santé, mais aussi sur le plan social, dans certains quartiers, sur les plans professionnels, etc. Donc de 1 à 13. Et ça, on a beau l'expliquer effectivement aux politiques, que ce serait un On a eu gain l'occasion énorme. sur Sport en France de faire une émission sur justement le sport dans l'entreprise. Les bienfaits, mais c'est scientifique, il n'y a même pas à discuter, quoi. L'absentéisme dans l'entreprise qui propose du sport à ses employés est divisé par 2 par rapport à l'absentéisme lorsqu'il n'y a pas d'activité. Et puis il y a le côté social, corps social, relations humaines dans l'entreprise. Enfin, il n'y a même pas de débat. On va arrêter de faire ces émissions d'ailleurs maintenant, quand tout ira bien. Donc on est là encore pour un moment. Fanny Barral doit être avec nous. On parlait tout à l'heure de Lyon, du Rhône. On va parler du Grand Est avec elle. Bonjour Fanny, êtes-vous là? Oui, vous êtes là, formidable. Quand ça marche, c'est agréable la télé. Vous êtes chef de projet sport santé au CROSS, donc Comité régional olympique et sportif Grand Est. Bonjour. Alors, racontez-moi ce dispositif prescrit Move, voilà, fallait trouver, en 2019, pour permettre donc de pratiquer du sport sur prescription médicale. Racontez-moi cette aventure. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc effectivement, donc le CROSS qui est aujourd'hui vraiment présent dans les instances décisionnelles dans la promotion du mouvement sportif, comme vous avez pu le dire juste avant, et notamment dans l'activité physique à des fins de santé. Et on a la chance du coup en région Grand Est d'avoir ce dispositif qui existe donc depuis septembre 2018. Sur la région Grand Est, qui est tout simplement un dispositif de prescription d'activité physique voilà, pour des personnes adultes qui souffriraient d'affections de longue durée, Covid long, troubles musculo-squelettiques et enfin en situation d'obésité. Donc c'est un dispositif financé par l'Agence régionale de santé. Ce que j'aime, c'est les chiffres aussi. Depuis la création, donc, vous avez 4700 personnes qui ont utilisé les prescriptions. Les prescriptions ont augmenté de 60% en 2023. Est-ce que cet élan est en train de se confirmer ? Alors oui, totalement. Justement, on a fait le bilan en décembre 2024 et depuis son lancement, donc en septembre 2018, 35 000 personnes ont pu bénéficier de Prescrimove en région Grand Est. C'est formidable. Vous avez également été à l'initiative de la création d'un dispositif qui a un joli nom, mais vous allez m'expliquer ce dont il s'agit, c'est la Ligue des mamans. Effectivement, donc c'est un dispositif qui est innovant donc sur l'échelle nationale. D'ailleurs, c'est avec le CNO qui nous a accompagnés sur cette démarche. C'est un dispositif donc régional sur la région Grand Est pour des personnes du coup avec un projet de grossesse, des femmes enceintes ou des femmes en postpartum, pour tout simplement faire le lien entre les professionnels de santé de la périnatalité et le mouvement sportif, avec notamment une cartographie de où est-ce qu'on peut pratiquer en région Grand Est en étant enceinte ou après avoir accouché. Et puis également, on a mis en place depuis janvier 2024 un créneau en visio hebdomadaire qui est accessible gratuitement, qui est mis en place donc, par des clubs sportifs, des comités ou des ligues, qui est accessible du coup en replay également, donc pour toute femme qui souhaiterait pratiquer en étant enceinte ou en postpartum. Bravo, c'est impressionnant, hein. On ne parle pas que de maladie, puisque la grossesse n'est pas une maladie, soulignons-le haut et fort, mais c'est formidable. J'aimerais que vous me disiez si c'est exceptionnel ce qui se passe là, ou si vraiment vous sentez que ça bouillonne, des initiatives aussi formidables que celles que Fanny vient de nous présenter. Alors, je ne suis peut-être pas tout à fait honnête, mais c'est vrai qu'étant moi-même alsacien, j'ai tendance à dire que c'est quand même tout à fait exceptionnel ce qui se passe dans le Grand Est. Et je crois que c'est quand même la réalité. Alors effectivement, il y a quand même, soit en région PACA, comme dans la région lyonnaise, et puis je pense que autour de Toulouse. Toulouse est très particulière parce que quand même énormément d'initiatives
ont démarré dans la région toulousaine, alors non pas il y a quelques années, mais il y a 30 ans. Donc avant l'année 2000, il y avait quelques personnalités fortes comme Daniel Rivière qui ont lancé des démarches. Il y a aussi l'escrime chez les cancers du sein, etc. Il y a beaucoup de choses. Toulouse a été quand même un peu un moteur au tout début. Et puis après, il y a quand même d'autres fédérations, d'autres régions qui ont suivi le mouvement, mais Grand Est a rattrapé très rapidement le mouvement. Moi, je m'adresse aux deux médecins qui, quand vous voyez des initiatives comme ça, vous dites finalement que vous êtes dans le sens de l'histoire. Et j'aimerais que vous me parliez aussi de vos relations. Vous l'avez fait un peu avec la Fédération française de rugby, le Comité olympique, mais on n'en a pas parlé ensemble, docteur Trévoux, de l'écoute des institutionnels, des institutions. Est-ce que vous avez eu cette écoute? Est-ce que vous êtes en relation avec le comité départemental? Comment ça se passe? Effectivement, c'est important dans le travail de partenariat. On a tous des idées, des projets, mais après, pour les mettre en action et avoir aussi des financements, il faut qu'on ait des soutiens des instances, des autorités. Alors, on travaille régulièrement avec le CROSS en local, le docteur Desvergers notamment, un collègue direct. Et puis, le travail qu'on a fait sur la mise en œuvre du dispositif qui s'appelle Prescrit Sport à Caen, qui est comme Prescrit Mou Grand Est, c'est vraiment un travail collaboratif avec différentes instances et on est vraiment dans la nécessité de travailler avec nos collègues parce que tout seul, c'est un vrai combat. Moi, on essaye de développer tous à Caen, dans le champ de la psychiatrie, de pouvoir embaucher des enseignants en activité physique adaptée, de travailler pour développer la formation, etc. Tout seul, c'est compliqué. Alors, dans notre instance, auprès de l'ARS, auprès des CHU, on va taper à des portes, on essaye de multiplier les demandes. On est entendu, mais de là à ce que les moyens soient développés, ça reste fragile, ça bouge, mais on a besoin de soutien multiple. Donc on essaye aussi de travailler ce partenariat qui nous est indispensable. En tout cas, Julien Perronnet qui a monté ce casting, donc qui vous a invité, le chef d'édition de cette émission, a bien joué parce que je crois que toutes les bonnes volontés sont là. Et c'est vrai que souvent on a l'image de l'institution qui va être plus dure à bouger, des initiatives comme les vôtres, avec des gens qui s'épuisent parfois parce qu'il faut en bouger des choses pour arriver à monter ça. Moi, je voudrais rajouter quelque chose justement. En tant que médecin, justement, on a d'autres possibilités, c'est la recherche clinique. Et en ayant cette double casquette, on va dire, de médecin et de présidente de club, de sport, d'activité physique, l'idée m'est venue en fait de dire mais où est le problème en fait, la problématique dans tout projet de recherche clinique en fait il y a une problématique et la problématique pour moi aujourd'hui elle est vraiment à l'adhésion. Alors, l'adhésion du patient, parce que si le patient, en fait, il arrive devant un médecin, même un médecin qui n'était pas voué au départ à la prescription, ou il lui dit « mais je veux faire l'activité physique parce que j'ai un cancer et que j'ai entendu dire dans telle émission que c'était bien », ça va quand même... la plupart des médecins vont quand même aller chercher à comprendre, même s'ils ne sont pas sensibilisés au truc. Donc... je me suis dit qu'un projet de recherche clinique, ça pouvait nous permettre, en fait, non seulement de sensibiliser d'autres médecins, que ça pouvait nous permettre d'aller chercher un financement pour mettre les choses en place dans plusieurs structures de soins. Et du coup, comme ça, on a monté un essai de recherche clinique qui évalue l'adhésion des patients dans la pratique de l'activité physique. Comment ça se fait ça? Dès lors qu'on va lui proposer, dès le début du parcours de soins, d'intégrer l'activité physique comme un traitement à part entière. Et alors, quand je dis comme un traitement, on va me dire mais c'est déjà le cas. Non, c'est pas déjà le cas parce qu'aujourd'hui, un pratiquant, un patient, vous lui dites qu'il faut faire de l'activité physique, même si vous lui prescrivez et même si vous lui dites qu'il faut aller à tel endroit, on en perd beaucoup. On en perd beaucoup parce que, par exemple, un patient qui a un cancer, il a forcément une perte de revenus dans l'année qui suit le diagnostic de sa maladie. Il a une perte de revenus, il faut se réorganiser, il y a pas mal de papiers à faire, de choses à faire. Et donc, le fait, par exemple, de lui mettre à disposition, en France, on finance le transport des patients pour aller faire une radiothérapie. Lui financer son transport pour aller faire une activité physique, c'est miser sur... j'engage 1 euro. C'est pas dans le sens de l'histoire. Hein, oui, mais en ayant un financement par la recherche clinique,
en expliquant que c'est une problématique, en la justifiant, et en disant qu'on fait l'hypothèse que pendant 12 semaines, le fait de prendre en charge ce transport, comme on prend en charge en fait le transport de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, on fait en sorte que le patient il prend conscience en fait des bénéfices de l'activité physique. Ça lui donne, ça lui donne d'emblée l'envie de continuer. Et donc on fait le pari qu'on va avoir une meilleure adhésion à plus long terme. Vous êtes convaincante. Un exemple que j'aimerais donner à Saint-Nectaire dans le Puy-de-Dôme, la création d'un pôle santé unique en milieu rural, en collaboration entre l'ASM, donc l'association sportive montferrandaise, Omnisport, et la commune, financée par l'État et les acteurs privés pour 6,3 millions d'euros. Il manque encore la moitié d'ailleurs, les dons sont toujours les bienvenus. Résultat, ce pôle, dont l'ouverture est prévue en 2026, doit permettre de réduire justement, alors on va employer les mots, les ALD et leur impact grâce à l'APA. Bon, vous l'aurez compris depuis le début de l'émission, on essaye d'éviter ce... Ils ont fait la démarche d'avoir une section Rubis il y a déjà 2 ans, et ils font partie du projet de recherche clinique. Tout le monde unit ses bonnes volontés. Vous parliez du financement des transports, ça veut bien dire qu'il faut investir. C'est de l'argent qu'on met maintenant pour obtenir des résultats demain. C'est difficile à expliquer à des politiques, ça. Très difficile, surtout qu'actuellement on est plus vers la baisse de ces remboursements de transport. Ce qui suscite. Oui, alors là, on va avoir le résultat inverse. Ouais, exactement. Parce que si on investit. Il y a bien qu'il nous manque quelqu'un dans le casting. Non, mais c'est si un politique. Oui, mais alors là, oh là là. C'était prévu. Si on n'investit pas dans l'activité physique adaptée, alors je vais tout vous dire. On aura de résultats inverses demain. Le ministère des Sports devait être représenté ici. Et la personne qui devait représenter le ministère des Sports s'est désistée il y a 48 heures. Pourtant, d'habitude, je ne fais pas peur. Mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Allez, je reviens une nouvelle fois vers Fanny, puisqu'on a parlé de l'initiative donc dans le Puy-de-Dôme. J'aimerais maintenant parler avec vous de votre région, donc, qui a lancé un grand plan de santé. Alors, un plan 2024-2028 à propos de l'activité physique. Je présume que le CROSS, Comité régional olympique et sportif, a été associé. Fanny, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Alors, racontez-moi ce plan 2024-2028. Alors effectivement, donc c'est la 2e édition du plan régional activité physique à des fins de santé qui a été signé donc en mars dernier au sein d'une maison sport santé donc en Moselle à Talange, dont le CROSS donc a été co-signataire avec différentes institutions telles que l'Agence régionale de santé, la DRAGES, le régime local, l'assurance maladie, la DRETS et la conférence régionale du sport. Et tout simplement, il permet de faire un diagnostic sur la région Grand Est, sur les priorités en activité physique, afin de créer un environnement favorable à la pratique sportive donc, et de santé pour tous les habitants du Grand Est, quel que soit leur âge et leurs conditions physiques. Eh bien, bravo, c'est le mot de la fin, ou presque. Merci pour tout ça. Moi, j'aimerais vous remercier, vous, d'être venu, contrairement à d'autres, et puis de vous dire que moi, ça me rend assez optimiste de voir... toutes ces bonnes volontés et surtout toutes ces énergies, parce que je pense que vous avez une activité importante. Je me tourne vers vous, parce que oui, il faut quand même avoir une certaine volonté pour arriver à bousculer tout ça lorsqu'on est quand même occupé par un service d'oncologie. Voilà. On ne le ferait pas non plus sans l'aide des enseignants, en fait, des éducateurs en activité physique adaptée. On n'a pas dit de petits mots pour eux aujourd'hui, mais ceux qui adaptent cette activité physique, ce sont eux. Il y a une formation, il y a des formations pour ça. Et donc voilà, moi je remercie tous les jours ces gens qui s'engagent. Parce que quand on rentre dans la voie du sport, la voie de la performance, tout ça, c'est assez stimulant. Et ces gens qui s'engagent dans cette voie-là, voilà, il y en a de plus en plus. Merci en tout cas à vous tous d'être, à vous 6 réunis autour de moi. Léa Laroche, ancienne joueuse du Stade Toulousain, je le rappelle, bon vent. Hein. Vous saluez les copines et les copains du rugby pour nous. Ça marche. Et puis moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle émission. On traitera une nouvelle grande question, mais celle-ci est assez passionnante et surtout assez existentielle dans notre société d'aujourd'hui. Merci encore à vous tous.